Alors, d'abord, je voudrais remercier à mon tour les participants du colloque, ainsi que le public venu nous écouter. Et je voudrais également remercier Antonella Romano et Alain de Libera, sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Donc, je voudrais aussi avoir une pensée particulière aujourd'hui pour Marc Geoffroy, qui est un ami, un grand savant et un homme hors du commun qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et donc, c'est à lui que je souhaiterais dédier ce colloque. Donc, le colloque Europe de la logique aujourd'hui est le deuxième événement organisé dans le cadre du projet Eurologique, un projet soutenu par l'Université PSL et un ensemble de partenaires. Il a démarré en janvier 2017 avec un premier atelier qui d'ailleurs portait le même titre. Les contributeurs présents dans les deux manifestations sont Charles Mencken et Jacob Schmutz, et d'une certaine manière, par le truchement de Charles Mencken, le regretté Mauro Zonta, un autre monument de savoir auquel il rendra hommage demain, qui nous a quittés donc récemment. Le premier atelier a inclus des contributions sur le Pérou, sur le Brésil, sur l'Inde, sur le domaine arabe par Tony Street, sur la logique anglaise au XVIIe siècle par Jennifer Ashworth, encore une fois au XVIIe siècle par Martine Pécharmant, la logique en Europe centrale par Joseph Friedman, la logique réformée de Melanchthon par Arthur Wiban, la Renaissance italienne par Okito Utamura. Ces approches seront complétées par les conférences présentées dans le présent colloque et lors d'une troisième rencontre qui sera organisée en 2019. Certains domaines pour lesquels des travaux existent déjà devront être abordés en priorité à l'avenir. Je pense notamment à la logique syriaque avec la collaboration future d'Henri Huguenot Roche, à l'Amérique du Nord avec l'étude des logiques de la Harvard coloniale, l'histoire des logiques aristotéliciennes arabes et latines dans l'Empire ottoman, en particulier la Bosnie-Herzégovine, et l'histoire des interactions logiques entre l'Europe, le Japon, la Chine. Et d'autres chantiers sont bien sûr à ouvrir. Ce projet est une vaste entreprise destinée à grandir et à se préciser sur de longues années, au-delà de la période de financement de PSL qui se termine à la fin 2019. Des stratégies de recherche précises commencent à émerger, de même que des projets éditoriaux pertinents sur lesquels je reviendrai plus tard. Nous avons développé des partenariats et des collaborations avec des projets existants. Le projet de Charles Mencken, The Reception and Impact of Aristotelian Logic in Medieval Jewish Cultures, le projet Scholastica Colonialis, dirigé au Brésil notamment par Roberto Hofmeister-Pitch, qui avait parlé lors du colloque de janvier 2017, le projet Magister Dixit, représenté ici par Christophe Geudens et Steven Cosmans, le projet animé par Christophe Erisman, Reassessing 9th Century Philosophy, a Synchronous Approach to Logical Traditions, et enfin le projet MEMOPHI, Medieval Philosophy in Modern History of Philosophy, dirigé par Catherine Koenig-Pralon. Il faut en outre mentionner le projet Homologicus, la logique aux limites de l'humanité, soutenu par le LabEx Astex, un projet que je co-anime avec Antonella Romano et qui a été soutenu en 2017 par Alain de Libera. Ce projet cherche à explorer de façon historique la façon dont la logique a été investie d'une valeur de marqueur anthropologique, hiérarchisant les groupes humains, essentialisant les différences et discriminant ce que j'ai appelé les handicapés logiques. Après 2 rencontres plus historiques en 2016 et 2017, le prochain atelier sera davantage marqué par des réflexions théoriques et des enquêtes sociologiques organisées en collaboration avec Claude Rosenthal, sociologue de la logique. Il se tiendra en juin 2018, donc le mois prochain, sous le titre Anthropology and Sociology of Logic, Past and Present. Comme le suggère cette brève présentation, le projet Homologicus et le projet Europe de la logique s'inscrivent avec des objets différents dans la même perspective d'une tentative de désenclavement de l'histoire de la logique. Quelques mots à présent sur la définition du projet et son intitulé.
Le point de départ du projet horologique était de proposer une étude sur le long terme au sein d'espaces culturels larges, un format en adéquation avec l'objet même étudié, les traditions logiques aristotéliciennes. Celle-ci représente une réalité intellectuelle, textuelle, académique et sociale fortement intégrée dans le temps, de l'Antiquité tardive à l'époque moderne, et dans l'espace, l'Europe dans sa diversité culturelle et religieuse, le pourtour méditerranéen, le monde arabe, les espaces missionnaires et coloniaux. Le choix de ce format d'enquête a été assorti d'une volonté de renouvellement méthodologique. À rebours d'une histoire normative et téléologique, bien sûr, et uniquement doctrinale, les deux allant souvent de pair, centrée sur la restitution et l'évaluation des théories logiques passées, il s'agit de développer une approche historienne dans laquelle ce qu'est la logique, ce qui est logique et ce qui ne l'est pas, n'est pas compté pour acquis au début de l'enquête. En fait, la logique est elle-même l'objet d'investigation par le biais d'autres questions. Où est la logique? Qui fait de la logique? Pourquoi faire? Pour qui? Etc. Qu'entend-on maintenant par tradition logique aristotélicienne? Alors, le projet Europe de la logique entend principalement inclure comme aristotéliciens les acteurs qui se déclarent eux-mêmes aristotéliciens, suivant la proposition de Joseph Friedman, ce qui concerne toute la tradition médiévale latine, y compris les logiciens les plus indépendants, tels Guillaume d'Occam, comme l'a récemment rappelé Sten Ebbesen, et bien d'autres logiciens de diverses traditions et de différentes époques. Mais nous entendons également prendre en compte les auteurs qui dépendent de la tradition aristotélicienne, la contestent et lui substituent d'autres logiques, ou du moins prétendent le faire, ce qui inclut finalement la totalité des traditions logiques médiévales, renaissantes et modernes, vues du point de vue de leur relation avec la logique aristotélicienne, ne serait-ce que pour un effet de contrepoint. C'est le cas, par exemple, pour la tradition logique arabe non aristotélicienne et constitutive d'une tradition alternative pour les acteurs eux-mêmes, à la suite d'Avicenne, comme l'a montré Tony Street. Quelques mots maintenant sur la logique et l'objet que nous voulons particulièrement cibler, la discipline logique. Le projet Europe de la logique a choisi de se concentrer, du moins dans une première phase de son programme, sur l'histoire de la logique comme discipline, en un sens large, c'est-à-dire en première approximation, sur la logique comme l'objet ou l'instrument explicite d'un enseignement dans un cadre social défini, le plus souvent institutionnel. Cela ne veut pas dire qu'il se limite aux productions logiques, comme on en verra un exemple éclatant avec la communication d'Irène Rosier-Katache pour la grammaire, ni aux écoles de philosophie, comme y insistera notamment Christophe Erisman ou d'autres communications durant le colloque, ni même à la faculté des arts, comme je tenterai moi-même de l'illustrer. Il est ainsi centré sur ce que j'ai appelé une histoire du logique, et non une série de concepts et de problèmes qui ont pu appartenir à un moment ou à un autre à la logique telle que définie dans les périodes anciennes, c'est-à-dire au moins la sémantique, la philosophie du langage, la grammaire philosophique, l'épistémologie générale, la théorie de la connaissance, la philosophie de l'esprit, etc., etc. C'est là une limitation, mais aussi un formidable levier pour observer le rôle social et anthropologique de la logique dans des contextes variés, au-delà des doctrines propres à telle ou telle tradition intellectuelle. La logique sera donc pour nous un objet relativement stable pour la période considérée, puisqu'il repose sur l'existence d'une discipline pluriséculaire, elle-même adossée à un corpus continuellement transmis, l'organon aristotélicien, transformé et recyclé sans cesse. Cette perspective rend artificiel tout découpage de principes entre Moyen-Âge, Renaissance et époque moderne, au moins jusqu'au XVIIe siècle et au-delà, sans cependant qu'on veuille occulter les dites profondes mutations qui s'observent sur la période considérée, j'y reviendrai tout à l'heure. L'approche adoptée se distingue ainsi de la plupart des histoires générales de la logique, telles le Handbook in the History of Logic, ouvrage désormais de référence, qui consacre en tout et pour tout 5 articles à l'époque moderne sur un total de 11 volumes. Précisons enfin que nous entendons le terme moderne au sens que l'histoire lui donne, et non au sens où il est souvent pris en histoire de la logique, où moderne se réfère au XIXe et au XXe siècle de façon quand même assez révélatrice. Alors, qu'en est-il maintenant du terme Europe ?
Alors, la présence du terme Europe dans l'intitulé du projet ne signifie pas vraiment une limite géographique, vous l'aurez compris, et encore moins une identité européenne, n'en parlons pas. Elle est plutôt utilisée comme un marqueur de spatialité, une invitation à prendre en compte la richesse des traditions aristotéliciennes européennes en intégrant la tradition arabo-musulmane qu'abordera demain Daniel de Smet, son intermédiaire syriaque, les cercles intellectuels juifs de l'Europe du Sud, sur lesquels se penchera demain Charles Mencken, les pratiques d'enseignement latine et arabe dans les pays du Balkan, les usages de la logique à Byzance, que Christophe Erisman traitera demain, et les logiques vernaculaires en Italie, dont nous parlera tout à l'heure Marcos Garbi, mais aussi les espaces missionnaires et coloniaux où s'observe la globalisation de l'aristotélisme et des situations de rencontres logiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, dont traitera Andrew Laird ce matin, en Chine, au Tibet, au Japon et en Inde en particulier. C'est aussi une invitation à se pencher avec plus de précision sur la manière dont les traditions logiques ont divergé au sein de l'Europe, un phénomène mieux connu pour l'époque moderne, mais à propos duquel nous verrons deux exemples aujourd'hui avec Jacob Schmutz pour la France et David Simonetta pour l'Angleterre, mais qui reste encore largement à explorer pour le Moyen-Âge. Alain de Libera nous en dira bien sûr quelques mots tout à l'heure. Et Constantino Marmo reviendra demain sur la logique à Paris. Je dirai moi-même quelques mots sur l'Italie. D'autres espaces européens sont encore à explorer, en particulier l'Espagne, l'Empire et la Bohème. La question de l'Europe évoque également, en lien avec le projet Mémophie de Catherine Koenig-Pralon, l'occasion d'une interrogation critique sur l'appropriation de la logique par l'Europe. D'un point de vue thématique et philosophique, l'objet d'enquête est tout simplement le concept de logique lui-même, dans son essence, entre guillemets bien sûr, et dans sa relation avec les autres savoirs, tels que les acteurs les ont eux-mêmes thématisés, utilisés ou présupposés, une enquête tout à la fois sociale et doctrinale, portant sur les théories et les pratiques, comme cela apparaîtra aujourd'hui et demain dans bon nombre de contributions de ce colloque. Ce point est l'occasion de préciser, en contrepoint des pratiques académiques actuelles, que la distinction entre logique et philosophie de la logique n'a probablement aucun sens pour la période considérée, la logique n'étant ni un procédé, ni un calcul, ni un langage formulaire. Il s'agit d'une activité de part en part réflexive et théorique, non formelle et en langue, et ainsi toujours porteuse d'une signification ontologique, épistémologique et linguistique. Cette distinction ne joue donc aucun rôle dans le présent projet quand on parle de philosophie de la logique, si ce n'est un accent particulier sur la dimension réflexive et méthodologique de la logique chez nos auteurs, replacés dans des contextes historiques et sociaux différents. Parmi les sources considérées, outre la Catena Aurea des commentaires et manuels de logique, le choix a été fait au sein du projet Eurologique de tenter une histoire de la logique hors de la logique, c'est-à-dire hors des textes de logique, ce qui n'a rien à voir avec le projet d'une histoire externaliste, une catégorie dont nous recusons ici la pertinence, comme, je l'espère, les développements précédents l'auront suggéré. Le développement d'une approche en termes d'histoire de la logique, d'histoire sociale de la logique, s'est précisé au fil du projet, une histoire à laquelle John Marenbon nous avait exhorté dès 2008 et dont il précisera les contours demain pour le Haut Moyen-Âge. Le sens de cette démarche pour le projet Eurologique sera précisé au fil de l'exposé. Ces considérations historiques et historiographiques expliquent de façon assez immédiate le choix de deux stratégies d'enquête préalables qui sont encore des desiderata à ce stade du projet. La première stratégie consiste dans le projet d'une histoire de la logique par les best-sellers du Moyen-Âge à l'époque moderne, limitée pour l'instant au domaine latin et européen. Ce projet sera mené par moi-même, en lien avec le projet FAMA de l'IRHT, qui propose déjà une base de données répertoriant les ouvrages à succès de la littérature latine médiévale. Pour la période renaissante et moderne et la diffusion des imprimés, cette introduction est l'occasion d'un appel à collaborateurs. Donc nous sommes actuellement à la recherche d'un partenaire avec qui je pourrais initier la partie du catalogue concernée par l'époque moderne.
D'un point de vue éditorial, il s'agira d'une part d'un catalogue et d'une part d'une anthologie de textes sur la philosophie de la logique développée dans chacun des textes concernés. Un second outil exploratoire préalable consiste dans la production d'une étude critique et historique des différentes histoires de la logique produites jusqu'ici, en se limitant aux ouvrages d'ampleur générale. Histoire générale de la logique, histoire sur plusieurs traditions logiques, histoire comparée de la logique. Ce faisant, on touchera du doigt de manière très parlante la façon de la situation de l'histoire de la logique et l'histoire de dont l'histoire de la logique diffère aujourd'hui de toute autre discipline connexe, notamment l'histoire de la grammaire et l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie, dont le renouveau ces dernières années n'a guère touché l'histoire de la logique, avec des exceptions notables, notamment l'ouvrage dirigé par Margaret Cameron et John Maranbon, Methods and Methodologies, paru en 2011. La tâche est urgente, car les ouvrages généraux publiés au cours du XXe et du XXIe siècle ne contiennent en général aucune réflexion approfondie sur les présupposés qui ont conduit au format adopté, au découpage chronologique préféré ou au choix de telle ou telle ère culturelle, en général à la limite l'Inde, mais rarement autre chose. De façon symptomatique, les introductions de la plupart de ces ouvrages sont pratiquement inexistantes ou alignent des généralités sur la variabilité ou l'homonymie du terme logique, quand elles ne font pas tout simplement étal de leurs préjugés en faveur de la logique occidentale, moderne ou formelle. La communication de Catherine Koenig-Pralon ce soir est un premier jalon dans cette direction. Et nous prévoyons l'organisation d'un atelier ou d'une session dédiée dans un avenir proche. Je voudrais maintenant proposer, en guise de conclusion, longue conclusion peut-être, quelques jalons pour une histoire de la logique au Moyen-Âge et à l'époque moderne, afin de ne pas rester uniquement sur un discours programmatique très général. Ces quelques notes seront marquées par la limitation qu'entraîne nécessairement mon domaine de spécialité, la philosophie médiévale latine, et je vous prie par avance de m'en excuser. Il existe différents champs dans lesquels une approche renouvelée de l'histoire de la logique pourrait s'inscrire, notamment l'histoire des sciences et l'histoire de la grammaire. Mais un aspect prioritaire consiste à clarifier notre stratégie par rapport à deux grands champs d'appartenance immédiate de l'histoire de la logique, l'histoire de la philosophie et l'histoire des universités, de l'enseignement et de l'éducation. Une meilleure intégration dans le champ de l'histoire des universités permettrait déjà de faire bénéficier à l'histoire de la logique de nombreuses avancées qui ont été observées dans ces disciplines. Les travaux de Jennifer Ashworth et de Joseph Friedman, par exemple, vont déjà dans ce sens pour la logique, mais il y a encore beaucoup à faire. Les phénomènes étudiés se dessinent à la fin du Moyen-Âge, où s'affirment pleinement à l'époque moderne. Par exemple, pour le domaine latin et européen, le raccourcissement des études en art et le recul de l'âge d'entrée dans les universités de type jeune, si j'ose dire, la multiplication des fondations princières, la régionalisation du recrutement des étudiants, la politisation des savoirs, la polarisation des espaces intellectuels, la nationalisation des universités, la confessionnalisation, la collégialisation de l'enseignement de la faculté des arts, la professionnalisation des enseignants en art, la montée des vernaculaires, l'affirmation grandissante d'une pluralité de lieux de savoir concurrents à l'université et la multiplication des collèges congréganistes indépendants des universités, les projets coloniaux des savoirs, la globalisation de l'aristotélisme, etc. Du point de vue de l'usage des sources, une approche en termes d'histoire des pratiques logiques signifie l'étude, au-delà bien sûr des textes logiques, des discours académiques, des documents financiers, ainsi que des enquêtes prosopographiques et statistiques, la lecture des cahiers de notes des étudiants, l'étude quantitative des productions manuscrites et imprimées, l'histoire du livre, l'histoire des bibliothèques, etc. On peut également mentionner la contribution de l'histoire littéraire à l'histoire de la logique, avec quelques études déjà existantes sur Cavalcanti, Swift, Shakespeare ou Milton.
D'autres bénéfices pourraient être tirés de même plus largement d'une meilleure intégration de la logique au sein de l'histoire de l'éducation, sans se limiter au seul enseignement supérieur, l'histoire de la pédagogie et l'histoire de l'enfance, ou l'histoire comparée des mondes scolaires médiévaux, orientaux et occidentaux, qui a été récemment illustrée. Un apport important pourrait aussi être tiré de l'anthropologie historique des mondes scolastiques, un domaine où la logique, comme j'espère l'illustrer demain, aurait son mot à dire. Un aspect décisif est aussi l'histoire des disciplines et la question de l'interdisciplinarité. Des pans entiers de l'histoire de la logique ont fait surface par une étude de la logique hors de la logique, en particulier dans les facultés supérieures, médecine, droit et théologie, auxquelles il faudrait ajouter la grammaire avec des spécificités fortes. Dans ce cas, le terme de logique appliquée, qui a été repris récemment dans quelques études, ne me semble pas entièrement adapté au Moyen-Âge, avec sa connotation de transfert technologique. Nous observons en effet de véritables logiques théologiques autonomes et créatives, ainsi que des logiques médicales et juridiques, où les auteurs revendiquent pour eux-mêmes leurs propres normes logiques, par exemple, comme c'est le cas par exemple à Bologne chez les juristes du XIIIe et du XIVe siècle, avec les lieux logiques juridiques dont je reparlerai demain. Mais on pourrait tenter d'aller plus loin en posant la question suivante. Est-il possible de penser une histoire de la logique qui ne soit pas simplement une fraction de l'histoire de l'éducation ou une sous-partie de l'histoire de la philosophie, une histoire propre de la logique? Je souhaite ici souligner les conséquences historiographiques que nous associons à la signification sociale particulière que prend la logique distinguée de la philosophie durant le Moyen-Âge, qui est au point de départ de cette enquête. C'est en effet au cours du Moyen-Âge, par contraste avec les systèmes hellénistiques et romains des périodes précédentes, que la logique devient progressivement, avec la grammaire, une composante essentielle de l'éducation de base, une discipline scolaire. Pour le domaine latin, le phénomène se déploie véritablement au XIe et XIIe siècle pour prendre une ampleur sociale décisive avec le développement des écoles et des universités à la fin du XIIe siècle et pour aller crescendo dans les siècles suivants. Il s'initie notamment à Paris et dans le nord de la France, sous l'impulsion d'une association particulière entre la logique et une théologie systématique en voie de constitution au XIIe siècle, une association dont on voit encore les effets dans le premier XIIIe siècle à l'Université de Paris, avant l'intégration de la philosophie naturelle d'Aristote. La logique y occupe les 3/4 du programme de la Faculté des Arts et logique et philosophie représentent encore deux entités intellectuelles distinctes, une distinction qui demeurera loin dans le Moyen-Âge, notamment dans les Studia Mendiant et au-delà. L'enseignement de la logique sera la matière quasiment exclusive du baccalauréat jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et à Bologne, par exemple, on observe un curriculum distinct pour la logique, distinct de la philosophie, de la grammaire et de la rhétorique, avec ses docteurs, ses cours, ses rémunérations, etc. Le Moyen-Âge latin est une période où la logique cumule de façon unique par rapport à toutes les autres disciplines préparatoires, en particulier la grammaire et la philosophie, trois caractéristiques fondamentales. Elle est en effet à la fois, premièrement, un savoir socle, comme nous le dirions aujourd'hui, qui n'est pas forcément réservé à une élite de gradués universitaires. Deuxièmement, elle est un savoir-faire intellectuel transdisciplinaire, notamment avec l'art de la dispute, une technique disputationnelle indispensable à la poursuite des études et à la prise des diplômes dans toutes les facultés, facultés des arts, théologie, médecine et droit, à travers la dispute in forma, seule source de légitimité. Enfin, la logique est une culture discursive dominante que l'on pourrait appeler simplement une culture scolaire pour éviter le terme scolastique, avec ses deux piliers, latinité et logicalité. Les périodes successives connaissent des évolutions très significatives, sans toutefois qu'on puisse parler de révolution logique, un terme dont on a appris à se méfier.
C'est le troisième élément du dispositif médiéval qui subira au fil du temps l'érosion la plus notable. D'un point de vue doctrinal, la logique scolaire aristotélicienne est contestée par l'apparition de cultures logiques alternatives à celles de l'école et la naissance de nouveaux besoins en termes de méthodes pour les savoirs émergents, les humanités et la science expérimentale. Mais il faut citer d'autres facteurs au-delà de l'histoire doctrinale. La logique scolaire est en effet déclassée par la culture humaniste qui s'impose dans les élites renaissantes et son prestige diminue à mesure que s'étiolent la faculté des arts et la philosophie universitaire, avec la collégialisation de l'enseignement de la logique et de la philosophie, et le remplacement dans les collèges et l'introduction dans les collèges de l'enseignement des humanités qui relègue la logique à seulement une seule année de philosophie à la fin du cursus dans les collèges. C'est là un phénomène qui n'est pas propre à la logique, bien sûr, puisqu'elle concerne toute la faculté des arts, mais qui la touche de plein fouet en raison du quasi-monopole qu'exerce sur sa pratique l'école et sur son format intellectuel, la référence aristotélicienne, contrairement à la philosophie et aux sciences, qui bénéficient d'une plus grande pluralité de lieux de savoir et de traditions intellectuelles à l'époque moderne. On peut également citer d'autres éléments moins souvent pris en compte, tels les effets de la marginalisation progressive de la culture disputationnelle dans les pratiques académiques ou encore la décléricalisation des savoirs. Bon. Certains phénomènes, ici, peuvent être observés de façon comparable dans divers aires culturelles. Le choix d'étudier les traditions aristotéliciennes dans un format large peut faire apparaître des objets nouveaux ou abordés sous un angle différent. Outre l'usage scolaire de la logique aristotélicienne, bien distinguée de la philosophie, qui est très largement répandue, on peut notamment penser à la question de l'institutionnalisation de l'enseignement de la logique, à la relation particulière entre grammaire et logique à un niveau basique d'instruction ou sur un plan plus théorique, à certaines pratiques intellectuelles générales, telles la substitution régulière de nouveaux manuels et les commentaires de commentaires, au découpage de corpus au format comparable, tel cet organone court qu'on observe pour les périodes hautes en domaine syriaque, arabe, byzantin et latin, dont nous parlera Christophe Erisman, l'existence d'une logique juridique, d'une inventivité logique en dehors des écoles de philosophie, ou encore ce couplage particulier entre une logique neutralisée et un enseignement théologique et religieux. Ce ne sont là que quelques pistes préliminaires en faveur de la possibilité de construire une histoire autonome de la discipline logique que viendront certainement enrichir les différentes contributions de ce colloque dans la diversité de leurs objets et de leurs approches. Je vous remercie.